Bon, bah on se retrouve pour l'épisode 19 des Entre Coach, deux Entre Coach. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu différent. Comment construire un pic de performance? Je pense que c'est une question que tout athlète qui fait des blocs et de la force du coup se pose. Donc aujourd'hui, on va vous aider à construire ça au mieux, vous expliquer ce que c'est, dans quelle mesure c'est intéressant, quand et comment l'optimiser, et un petit peu tout ce qu'on peut vous donner en termes de value, on va dire, en détail. Donc du coup, déjà, avant d'expliquer la méthode, je pense que ce qui serait intéressant, ce serait de parler du concept. Si vous deviez décrire un pic de performance. Tu veux que je commence ou pas du coup C'est toi qui vois. C'est Moi, ça, je c'est peux votre question commencer. favorite. Je Non, peux parce commencer, que si tu veux. hier on en parlait dans la voiture et il disait qu'il avait du mal à écouter quand Ah on ouais, fait le c'est podcast. Il a du mal à nous écouter parce En qu'il fait, pense j'ai un à ce qu'il TDAH, va. Ah, ce que tu veux dire, frérot, bah, je te du propose de coup. commencer alors, Du comme ça coup, tu vas-y, pourras nous commence. écouter après. Ok. Mais voilà, t'as vu. Si tu veux, j'y vais, moi, y a pas pas de de souci. soucis. Globalement, un pic de performance, c'est être au maximum, entre guillemets, de ses capacités à un instant T, à un instant qu'on a choisi. Donc globalement, ça va correspondre à le jour d'une compétition ou la fin d'un bloc ou quand est-ce qu'on l'a choisi. Et c'est être en forme. Là, en plus, on parle de force athlétique, donc c'est sur les 3 mouvements, à un moment donné. Donc pour la définition, je dirais Moi, pas je plus pense loin, que perso. si on s'arrête selon la roue, ça doit être ça, je pense. Mais pic de performance. Précisément. Ouais, je suis assez d'accord. Si on devait schématiser la performance, bah du coup, le pic signifie que c'est le point le plus haut. Donc en fait, si on prend un bloc d'entraînement ou même une période d'entraînement qui va au-delà d'un bloc, c'est-à-dire qu'un pic de performance peut s'atteindre sur une durée plus longue qu'un bloc d'entraînement, donc 4 ou 5 semaines. Tu peux prendre une période de 6 mois quasiment et définir un schéma. Et le moment où tu atteins ton pic de performance, ce serait le moment où la courbe est la plus haute, ce qui voudrait dire le moment où tu es le plus performant sur la dite période. Ok. Donc, si on devait résumer, c'est maximiser ses performances à une date ou un moment précis et faire corroborer la fatigue, la stabilité technique Mhm. et du coup la performance pure physique. Parce Mhm. qu'évidemment, ce qui va faire que vous performiez, c'est pas juste être le plus fort, c'est aussi pouvoir exprimer votre force et techniquement être capable de le faire. Et c'est pour ça que ce qui est important quand on parle de pic de performance, en fait, c'est de faire arriver ces 3 capacités, enfin du coup le niveau de fatigue le plus bas possible avec le niveau de préparation physique le plus haut possible et une meilleure technique, la meilleure technique possible, au même moment, Mhm. à leur plus haut niveau. Et évidemment, ça va demander des compromis. Ça veut dire que peut-être que vous pourriez être un peu plus fort à un certain moment, mais que votre fatigue, elle, va être beaucoup trop haute. Et donc en régulant et en essayant d'avoir la courbe le plus haute possible des 3 en même temps, c'est ça qui va faire un pic de performance. Ok, on a parlé d'un truc et je pense que c'est un petit peu la plaque tournante de réussir à faire un pic de performance, c'est est-ce qu'un pic, c'est, on va dire, supprimer la fatigue, ou du coup c'est optimiser le ratio fatigue-préparation, et donc du coup, qu'est-ce que ça engendre d'optimiser ça? Mhm. Moi, je dirais que c'est jouer avec la fatigue, d'une Mhm. certaine manière. Tu vas avoir envie, enfin, la stratégie, enfin, oui, la stratégie derrière ça, c'est de maximiser la fatigue sur une période pour que, avec le processus, enfin, le phénomène de surcompensation, tu gommes un petit peu cette fatigue pendant un certain temps pour que le pic de performance arrive. Donc, au contraire, le but d'un pic de performance, c'est pas, enfin, d'une préparation et d'aller jusqu'à ce pic de performance, c'est pas avoir le moins de fatigue possible, c'est au contraire en construire le plus possible et pousser un petit peu le corps, l'organisme à un maximum de fatigue pour que, avec les stratégies qu'on connaît donc de taper, comment on appelle en prépa physique, affûtage, Ouais, des choses comme affûtage, ça. C'est la traduction de taper, Ouais, affûtage. ouais, c'est affûtage. Ok. Et on arrive sur pile poil ce qu'il faut en termes de perf et un petit peu moins de fatigue pour que le jour J, on se sente au maximum, quoi. Tu as parlé de supprimer la fatigue. Si pour atteindre un pic de performance, tu veux supprimer la fatigue, attends-toi à probablement pas super bien performer. Parce que supprimer la fatigue, ça s'appelle faire par exemple un deload ou arrêter, désentraîner, voilà, quoi. ou se désentraîner, arrêter de s'entraîner. Parce que même le but d'un deload en tant que tel, c'est pas de supprimer absolument toute la fatigue. Mais du coup, effectivement, ce qu'on va chercher pour atteindre un pic de performance, c'est le phénomène de surcompensation. Donc c'est arriver sur un niveau de fatigue assez élevé pour que tu sois en capacité physique de performer, mais probablement réduire un tout petit peu au dernier moment pour atteindre ce sweet spot de je suis capable de développer de la force si ma technique est en place et que par exemple les choix stratégiques pour atteindre le pic de performance sont bons. À savoir le choix des barres, c'est important aussi pour atteindre un pic de performance, même si là c'est quand même sur du beaucoup plus court terme. Entre guillemets, si tu es super fort sur le papier mais que tu fais pas Ouais. les bons choix pour l'exprimer ta force,
tu le réaliseras pas. bah voilà, le pic de performance sera pas fou non plus, ou du moins tu sauras pas si t'es vraiment ça ou pas, tu vois. Bon, on divague un peu, mais je pense que c'est quand même, ça englobe aussi le sujet. Ok, moi le truc que je vais rajouter que je trouve qui est important, c'est qu'en fait la qualité de préparation physique, elle met du temps à se construire, alors que la fatigue, si vous voulez, c'est comme si la préparation physique ça montait petit à petit, alors que la fatigue ça fait que de faire du sinusoïdal, c'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et justement tout l'intérêt de ça, c'est lorsque la fatigue monte, descend, vous voulez qu'en fait votre pic de préparation physique soit le plus haut possible et que la fatigue soit plus bas. Et comme c'est des qualités qui mettent pas le même temps à monter et à descendre, si vous le timez correctement, vous pouvez faire en sorte que la fatigue soit relativement basse, alors que la préparation, elle, va être haute. Mais effectivement, si la fatigue reste basse trop longtemps, en fait, la préparation va drop comme la fatigue le fait. Et c'est là où justement, c'est pour ça que moi je suis pas fan de tout ce qui est taper, agressif, exagéré et ce genre de choses, parce que en fait ça fonctionne que sur un type de population, on va dire, c'est les gens qui ont un volume d'entraînement qui est pas très haut, parce que du coup c'est très difficile de se désentraîner quand ta base d'entraînement est pas très haute. Donc du coup tu prends pas de risque en faisant un taper, parce que comme de base tu fais pas grand chose, bah tu vas faire beaucoup moins que ce que tu fais. Par contre, quand tu as un niveau d'entraînement qui demande un entretien assez important et qui demande beaucoup de volume, tu peux très vite te désentraîner, trop vite te désentraîner par rapport à ce que tu voudrais sur la plateforme. Et c'est là du coup où effectivement ça devient un petit peu tricky de bien faire les choses. Et dans la logique, je pense que on peut vite se retrouver trop désentraîné, alors qu'on peut très souvent, enfin très difficilement être trop entraîné pour une compétition. C'est marrant parce que je pense que si tu poses la question à quelqu'un de pas trop, de pas trop éduqué sur le sujet, il dirait l'inverse. Si tu lui dis entre une personne qui s'entraîne avec beaucoup de volume, beaucoup de fréquence, et une personne qui s'entraîne avec peu de volume, peu de fréquence, lequel a plus besoin de taper, les gens diraient bah, celui qui s'entraîne plus, parce qu'ils n'auraient pas la notion de compréhension du désentraînement. En fait. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre faire beaucoup et faire trop. Du coup, t'as besoin. En fait, pour moi, si t'as besoin d'un deload trop régulier dans ton entraînement ou d'un taper trop important dans ta compétition, c'est juste que tu fais trop par rapport à ta capacité et ce que ton corps doit faire. En tout cas, dans cette période-là, il y a des moments où c'est intéressant de pousser la fatigue à un point où effectivement ça va peut-être même un petit peu prendre le dessus sur tes performances. Proche d'une compétition, c'est probablement pas le moment de le faire. Et du coup, si t'en es là et que le taper fonctionne, pour moi, c'est juste que ton bloc pré-compétition était probablement mal agencé ou en tout cas pas aussi bien qu'il aurait pu l'être. Du coup, maintenant, on va passer un peu plus à la théorie, comme on a expliqué ce qu'est un pic de performance. Est-ce que vous pouvez un petit peu parler de on va dire, vos stratégies pour faire en sorte d'avoir un pic de performance? Combien de temps vous prenez à l'avance? Est-ce que c'est un bloc, 2 blocs, 3 blocs? Donc vous comprenez en termes de temporalité en semaine. Si vous partez du coup d'un volume plus haut ou d'une intensité plus haute, vous avez tendance à manipuler l'intensité et le volume. Si vous réduisez du coup le volume ou non, et votre avis sur le taper, si vous en faites un, comment, quand, voilà, pour avoir un petit peu d'infos. Cette fois-ci, tu veux y aller ou... Je peux y aller, moi. Tu vas réussir à m'écouter ou... Moi, je peux y aller. Je dirais que par rapport au temps pour arriver à un pic de performance, du coup, ce qu'on appelle le time to peak, par exemple, au tout début, quand je m'intéressais un peu à la force, etc., et au processus d'entraînement, je pensais, entre guillemets, qu'il fallait trouver le time to peak d'un athlète, tu vois. En fonction de ses caractéristiques, de comment il s'entraîne. Et en fait, j'ai remarqué au fur et à mesure du temps que le time to peak, tu le crées en fonction de ce que tu fais à l'entraînement, tu vois. Et donc, il n'y a pas vraiment d'athlètes qui ont besoin de précisément 3 semaines pour peak. Ça va vraiment dépendre de ce que tu leur fais faire. Alors effectivement, il y aura des tendances globales en fonction, par exemple, de la catégorie poids. Si c'est une athlète féminine en moins de 47 et si c'est un athlète masculin en plus de 120, probablement que par rapport à leur capacité d'entraînement, etc., il y aura des différences. Mais globalement, ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que si par exemple un athlète m'envoie un message en me disant on a une comp dans 8 semaines, c'était pas prévu, mais je me suis inscrit un peu au dernier moment et tout, bah y a pas de souci, on aura largement le temps de pic en 8 semaines, on fera ce qu'il faut pour pic en 8 semaines. Et à l'inverse, si un athlète me dit ma prochaine comp c'est dans 6 mois, on a le temps, etc., mais j'aimerais bien la faire, ce sera important, et ben dans ce cas-là, on prendra le temps je dirais pas de pic en 6 mois, parce que bon, c'est beaucoup trop large comme terme, mais on aura le temps effectivement de faire des cycles qui seront avec des phases peut-être un petit peu de test, etc., pour pouvoir se retrouver correctement, tu vois. Et t'as un peu plus de marge de manœuvre pour amener des changements quand t'as du temps que quand on n'a pas. Moi, par exemple, quand je récupère des athlètes et qu'ils me disent voilà, j'ai une compète dans 8 semaines, je suis en mode bon, bah, on va la faire, il n'y a pas de souci, mais c'est sûr que quand tu passes de ta philosophie d'entraînement à la mienne, enfin, à la mienne, j'en ai pas vraiment, mais à ce que je veux te faire faire ou ce que je pense qui est bon pour toi, si le delta est trop important, bah, en 8 semaines, ça peut être court pour vraiment en voir les résultats, quoi. Non, je savais pas si t'avais des choses à J'allais continuer à débiter là. Et du coup, par rapport au timing
de préparation pour atteindre un pic de performance. Du coup, comme je l'ai dit, ça change vraiment en fonction des athlètes. Mais étant donné que moi, depuis quelques temps, c'est peut-être un petit peu aussi votre manière de faire, mais on fait un petit peu moins de deload quand même, j'ai l'impression, sur les programmations. Du coup, je peux plus enchaîner les blocs. Et par exemple, j'ai fait une prépa avec un athlète pour la fin de l'année, où en fait, le pic de performance, on a mis 9 semaines. Tu vois, pour le créer, et en gros on a enchaîné 3 blocs de 3 semaines, Ok. avec du coup pas de deload, avec des formats qui changeaient, mais moi j'avais expliqué à l'athlète, je lui avais dit, vois les 9 prochaines semaines un peu comme un bloc extra long, tu vois, dans lequel on va varier un petit peu le niveau de fatigue. Effectivement, on n'est pas parti d'un squat à 120 pour finir 200, sinon ça fait 3 semaines qui comptent dans le vide, tu vois. Au bout de 3 semaines, on avait 2 ou 3 séances qui permettaient de réguler un peu la fatigue, de mettre à jour un petit peu ce qui se passe à l'entraînement et aussi de changer des formats. Du coup, en fait, on a fait 3 blocs de 3 semaines et au final, en fait, l'état de forme était hyper bien parce que on a réussi à être relativement homogène sur la courbe de progression lors du bloc, et c'était assez sympa. Et c'est ce que j'ai tendance à faire aussi, par exemple sur les 6 dernières semaines, ça m'arrive de faire quasiment le même bloc sur 6 semaines en changeant juste un petit truc au milieu, tu vois, et ça rend plutôt bien en faisant ça. Bah en fait, moi ce que je dis, je trouve que s'il va faire un pic, même si tu gardes quasiment toutes tes variables d'entraînement les mêmes, ça va être surtout le load management en fait. Comment tu vas amener tes charges, quels sont tes objectifs pour la compétition, où est-ce que tu en es par rapport à ça. Et en soi, je pense que plus t'en passes et plus je me rends compte que c'est vraiment la variable la plus importante en fait. Quand est-ce que tu vas amener l'intensité et à quelle vitesse, combien de temps, c'est ça qui va faire que tu vas piquer ou pas. Et je pense que c'est vraiment la variable à ajuster le plus en fonction des gens. C'est-à-dire que si je pouvais bouger qu'une seule variable et devoir garder les autres fixes pour entraîner tous les gens dans ce monde, je pense que c'est celle-là que évidemment j'aurais bougé parce que en fonction du niveau ça serait le cas, mais même pour deux athlètes qui ont le même max, en fonction de leur profil, je pense que ce serait la variable la plus importante. Bah, c'est ce qu'on disait sur le podcast du coup qu'on a tourné hier par rapport au single, et qu'on disait de prioriser des singles sur des RPE. Bah, ça peut être une solution du coup pour manager les charges correctement, de prioriser peut-être des singles à tel ou tel moment, et ça peut changer pas mal de trucs. Mais moi, même au-delà des singles, hein, je pense sur tous les formats, oui, carrément. les x2, les x3, les x4, les x5, c'est vraiment ça qui va en fait décider à quelle vitesse tu piques, la fatigue que tu vas générer, puisque bah, c'est, je veux dire, entre un triplé à 95% et un triplé à 50%, voilà, c'est évident que c'est pas la même chose, du coup le niveau d'entraînement que tu vas avoir et la fatigue qui va en résulter. Allez, t'as le droit d'en placer une. Essaye de rajouter quelque chose. Non, moi ce que je voulais dire, c'est le truc qui change, que j'ai vachement appris moi dans ces dernières années, c'est ce qu'on t'apprend à la fac par rapport à ce que c'est dans la vraie vie, tu vois. Surtout par rapport avec un sport comme le power. Mais ça va être la phrase un petit peu bateau, mais nous, dans notre cas, c'est vachement de l'individualisation au cas par cas, tu vois. Dans le sens où, moi, il y a 3 semaines, du coup, j'ai un appel avec un athlète qui me dit « Oh, je m'inscrirais bien dans la comp, pour la comp qu'il y a dans 4 semaines, tu vois. » Je dis, chef, les inscriptions, elles sont ouvertes depuis quand, là? Parce que je connais quelqu'un qui est inscrit depuis 1 mois, et toi, tu me tiens au courant 4 semaines avant. Je dis, ah ouais, j'avais pas de licence et tout, je sais pas quoi, enfin bref. Donc on s'inscrit à J-4 semaines, tu vois. Donc là, globalement, c'est un bloc dans son cas, alors que si tu suis les cours de prépa physique que moi j'ai fait en stab, c'est il faut que tu prennes le calendrier de 12 mois. Sur ces 12 mois, ton chef, quand est-ce qu'il va avoir ses 3 compétitions? PPG, PS, ouais, c'est ça, tu vois. PC, Donc c'est bien d'avoir les bases c'est quand même des bases à avoir, de monter progressivement en intensité, ce qu'on disait PPG, ensuite affûtage et tout. Mais quand t'as un gars qui te dit j'ai une comp dans 4 semaines, il faut savoir réagir aussi, et c'est là où, comme on a dit, ça va être... J'ai bien aimé ce qu'a dit Lichard, parce que je l'ai écouté. Il n'y a pas de time to peak, parce que c'est un peu aussi un truc quand tu t'intéresses au truc de base du power, c'est vraiment... ton gars, est-ce qu'il a besoin de 3 semaines, de 6 semaines? Les gens ils me disent combien de temps durent les blocs avec toi, souvent quand je commence un suivi. Je dis, je sais pas, on verra, tu vois, globalement, ça peut se passer en 3 semaines comme en 4 semaines. Ça dépend si tu as besoin de tout petits incréments pendant plein de semaines ou si tu sais faire des gros jumps, etc. Et ouais, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai bien aimé le time to peak qu'on le crée, quoi, parce que pour moi, c'est la réalité des choses. Voilà. Alors, moi je t'ai écouté, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est le J-4 semaines. Le J-4 semaines. Jour moins 4 semaines. Ouais, J-28. Mais ok, ouais, je suis d'accord, effectivement. Et je pense que de toute façon, la durée des blocs, c'est surtout une question
comment dire, l'athlète que tu as en face, ce qu'il a besoin, est-ce qu'il a des contraintes dans la vie, machin, etc. Par exemple, je sais que à certains moments, en fonction des femmes, de leur cycle, il y avait des performances meilleures, donc vous pouvez timer le bloc sur ça, dans le sens où faire en sorte qu'en gros il dure un cycle à chaque fois. Ça peut être une façon de faire. Moi, dans les faits, je pense que j'ai 75% des athlètes qui sont sur des blocs de 3 semaines, juste parce que je trouve que c'est le plus pertinent. Et en fonction de comment est-ce que tu veux pousser l'entraînement, ça te laisse plus de marge de manœuvre pour recommencer plus tôt, Ça. faire des plus gros jumps, gérer ton intensité plus facilement. Donc je pense que le plus pratique c'est ça. Après, forcément, il y a des coachs, alors, je vais pas lancer des bastos, mais qui aiment bien faire des trucs sur le plus long parce que bah, c'est juste moins de travail. mais je pense que dans l'optimisation pure, moi je dirais que 3 semaines c'est bien. Forcément, ça demande plus de travail parce que du coup, toutes les 3 semaines, il faut refaire le bloc. Mais au moins, tu es beaucoup plus réactif sur tes ajustements et ça permet vraiment, en fonction du profil que tu as en face, et si tu veux vraiment pousser un peu les curseurs, de plus facilement pouvoir ajuster tes. Moi, je trouve que c'est pas moins de travail, mais c'est plus un petit peu vendre du rêve, tu vois. Dans le sens où tu dis à ton gars, bon, bah, si on commence le coaching maintenant. Envoyer de bastos. J'ai cité des personnes. Non, mais j'ai l'impression qu'avec ces personnes-là, c'est bon, bah, si tu commences maintenant, ok, donc moi, la stratégie, je la vois comment? Sur les 12 prochains mois, Ouais. on divise en deux, les 6 derniers, ça va être ça, les 6 premiers. Ah non, mais je ça parlais va vraiment juste de la durée du bloc. Hein. Ouais. Pas Mais ça, même voir une saison comme ça. ça mais vient oui, un petit peu avec ça, je pense, tu vois. Oui, je suis d'accord. La durée du bloc vient aussi avec, bon, bah, moi, je pense à 4 cycles pour toi, un cycle qui va être. Moi, ma take, c'est gros, tout on verra. l'inverse. Ma take, c'est tout l'inverse, et je pense que ça fonctionne dans le power, mais ça fonctionne Carpe diem. dès que tu vends un service. Pour que la personne ait une bonne adhérence et qu'elle se dise ok, j'ai fait le bon choix, il faut que tu lui montres très rapidement qu'elle a des résultats. Et genre, c'est comme ça que fonctionne la vie de nos jours, tu vois. Sur Instagram, si t'as pas un hook dans les 2 premières secondes qui te dit voilà ce que tu vas avoir, les gens scrollent. Et c'est un peu pareil avec juste de manière générale comment on fonctionne. On a tellement l'habitude d'avoir des résultats vite, d'avoir tu vois, genre. Tu disais Amazon Prime, tu commandes, tu l'as le lendemain. C'est pour ça que tu commandes, tu vois. Et on a tellement habitué à ce truc-là de je veux, je dois avoir. Et si j'ai pas, j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Que je pense que pour qu'un coaching se passe bien, pour la plupart des gens, il faut que tu puisses avoir des résultats quasiment dès le premier bloc. Pour que en fait, la personne se dise ok, c'est bon, genre, ça fonctionne, je le sais maintenant. On peut prendre plus de temps, tu vois ce que je veux dire. Puis ce qui est bien aussi avec les blocs un peu plus courts, parce que comme toi Coco, la majorité de mes athlètes, je pense que c'est sur des blocs d'environ 3 semaines, 4 max, c'est que quand tu fais des charges fixes, c'est plus facile de faire un bloc avec des charges fixes sur 3 semaines plutôt que sur 6 semaines, tu vois. Parce que bah, en 6 semaines, il peut se passer tellement de choses dans l'entraînement, et j'ai déjà eu des retours d'athlètes, des potes à moi par exemple, qui sont coachés par des gens... Pierre-Paul Jacques. Voilà, Pierre-Paul Jacques, ou même par eux-mêmes, ou par PPJ. ChatGPT, terrible, tu vois. Et en mode, mon bloc dure 6 semaines, je suis en semaine 5, mais ça fait 2 semaines que je fail Dans ce sens-là, ok. mes charges fixes, ou alors que le RPE n'est pas bon. Après, je pense que peu importe la durée du bloc, dans tous les cas, ça peut pas dire qu'il peut pas y avoir d'ajustement. Oui, bien sûr, mais du coup, c'est pour ça que moi, je me dis, quand je fais mes blocs de 3 semaines, déjà, je suis en mode, faut vraiment bien choisir les charges. Enfin, pour moi, c'est important, quand tu programmes à la charge fixe, c'est pas, oh, c'est quoi son max à lui, ça? Ouais, ça va le Avec faire. 82%. Voilà, faut hein. essayer d'être carré, sinon l'athlète peut très mal le vivre assez rapidement, je pense. Et donc, sur 3 semaines, je trouve que c'est quand même plus facile de créer une dynamique, quitte à faire 2 blocs de 3 semaines, tu vois, et d'ajuster entre temps. Parce que si tu fais un bloc de 6 semaines, mais qu'en fait, chaque semaine, t'es obligé de tout changer, et qu'à la fin, ça ressemble plus à rien au bout de 4 semaines, bah autant faire un bloc de 3 semaines, quoi. Ok. Voilà. Du coup, pour revenir plus ou moins sur la réponse, si on doit résumer, un bloc c'est faisable, mais dans l'idée, forcément, si on a plus de visibilité, 2, 3, 4, c'est peut-être le mieux. C'est cool. Au niveau du coup de comment est-ce que vous gérez le volume et ou l'intensité, en toute logique, je pense que l'intensité doit monter parce que bah, en fait, tu te rapproches d'un effort maximal, donc il faut que tu sois préparé. Le volume, lui, est pas forcément obligé de bouger, mais c'est possible qu'il descende un petit peu. Psychologiquement, j'ai envie de dire. Moi, Ok. des fois, il y a des athlètes, ils aiment bien commencer le bloc avec pas mal de volume, que toi, tu as juste d'une certaine manière pour pas non plus qu'à la fin du bloc, ça soit de la branlette. Ok. Mais ouais, moi, je sais qu'il y a des profils sur lesquels, si en S1, il y a 4x3 et en S2, il y a 2x3, enfin, en S3, il y a 2x3, le frérot va être en mode, ok, j'arrive au pic de ma forme, j'ai fait qu'un 2x3 à 200, alors qu'en S1, j'avais un 4x3 à 180, ça m'affûte et du coup, je suis en pleine forme. Ça fait un mini taper. Du coup, aussi, tu l'utilises un petit peu le gars en disant bah on fait pas de taper parce que j'ai baissé le volume, etc. Mais du coup, tu as quand même fait monter l'intensité, il arrive en forme et t'as pas forcément besoin de choses comme ça, quoi. Moi, j'ai tendance à cut le volume uniquement si on fait un taper, et si c'est le cas, c'est genre sur les 2 dernières séances, parce que quand je fais des tapers, je préfère prioriser le cut du volume plutôt que de l'intensité. Je préfère garder de l'intensité et couper du volume. Par contre,
en début de bloc, à l'inverse de toi, je préfère mettre moins de volume que sur les restes des semaines. Souvent, sur la semaine 1, j'ai un peu moins de volume que sur la semaine 2, 3 et du coup 4, Ok. s'il y a une quatrième semaine. C'est vraiment très peu, mais étant donné que sur les fins de bloc, généralement, mes athlètes sont quand même, ont un niveau de fatigue assez conséquent, c'est cool pour eux de se dire, ok, semaine 1, C'est un peu plus voilà, chill, c'est quoi. un peu plus chill, je prends mes marques, mais du coup, j'aime quand même garder de l'intensité en semaine 1 pour qu'il n'y ait pas moins de volume, moins d'intensité. Alors après, il ne faut pas se faire piéger avec l'athlète à moins de volume et il va tout undershoot de 3 RPE, du coup, au final, il se retrouve à faire pas grand chose. Donc, ça, après, c'est à moi de communiquer suffisamment avec l'athlète et de lui expliquer pourquoi il a moins de volume, ce qui veut dire qu'il ne doit pas volontairement Ouais, réduire son exagérer intensité, c'est ça. Mais c'est plutôt, Je ouais. pense que ça va dépendre aussi de comment est-ce que tu visualises l'enchaînement des blocs. Et en fonction des blocs, il y a des fois où t'as pas besoin d'avoir une semaine plus Ouais, chill, et des carrément. fois effectivement où c'est nécessaire. Je sais que moi j'aime bien ne pas avoir besoin de le faire, sinon je me dis que peut-être que c'est la fin de bloc qui a été un peu trop poussée. Mais typiquement si tu fais des blocs tu sais, de 3 fois 3 semaines et que tu arrives à la fin de la deuxième semaine, bah, peut-être pour la première de celle qui suit, Ouais. ça serait logique effectivement Mhm. là d'être un peu plus chill. En fait c'est un peu comme une forme de deload au final hein, Ouais, c'est de ça. faire ça. Et c'est pour ça que moi j'aime bien l'intégrer directement dans ma gestion de la charge plus que dans la gestion du volume et ou de Ok. l'intensité. Donc oui, on a parlé du time to peak, et ça c'est le Mhm. truc, on a bien fait le point, donc je pense qu'on va pouvoir quasiment résumer. Du coup le time to peak va dépendre de l'intensité du volume, globalement plus il y en a, plus ça va être court, moins il y en a, moins ça va être court. C'est ça. Plus ta capacité de récupération est bonne, plus ça va être long, et vice versa. On peut s'accorder je pense pour dire que ça varie entre 3 à 5 semaines pour les Mhm. plus longs. Au-dessus, je pense que c'est juste artificiellement allongé. Ouais. En dessous, c'est probablement qu'il faut réduire un petit peu faut doser. le rythme. Time to peak 3 jours. Thomas Roulant. Est-ce qu'on peut standardiser du coup un time to peak? Je pense que oui, parce Ouais, que je du coup, pense quand même. si tu veux par exemple faire en sorte que l'athlète pique plus vite, tu peux le faire, Mhm. et voilà. Et à l'inverse, est-ce qu'il dépend du niveau? Bah, niveau non, expérience, oui, peut-être. Ok. Je dirais que un athlète qui a pas beaucoup d'expérience aura peut-être des entraînements un petit peu moins stables, tu vois, ne serait-ce que techniquement ou quoi. Et du coup, peut-être que le time to peak va changer un peu par rapport à ça, parce que peut-être qu'il y aura besoin de faire soit un peu plus, ou peut-être un peu moins, parce que si un athlète a moins d'expérience, peut-être qu'il va un peu moins tolérer aussi la fatigue. Par rapport au niveau, c'est un peu plus compliqué à répondre, je dirais, mais l'expérience, ouais, peut-être. Et après, par rapport au niveau, euh, bonne question, je vous laisse répondre. T'en Enfin, penses je quoi? te laisse répondre. C'est une bien bonne question. Bon, je peux y aller hein, Ah, si tu ouais, veux. vas-y, Moi, vas-y, moi, je vas-y. pense pas. En fait, je pense que si tu veux, le niveau influence les variables de l'entraînement. Donc, à quel point tu vas pousser ton effort, à quel point tu as besoin de volume, d'intensité, mais pas directement le time to peak. C'est-à-dire que indirectement, oui, ça peut, C'est ce que mais c'est j'allais pas dire. le niveau en lui-même C'est qui. ce que je pensais. C'est exactement le truc auquel J'allais dire ça. C'est pas le niveau en Ouais, lui-même avant qui toi. qui va influencer Lui, il ça. l'a dit avant nous. Mais du coup, l'expérience, t'en penses quoi? L'inverse de moi, Là où je suis probablement. d'accord avec toi, c'est que. Là, je suis d'accord avec toi, c'est que quand tu es débutant, en fait, la notion de bloc, elle est très vague. Parce que tu progresses tellement vite et c'est tellement influencé par ce que tu fais, genre à la séance à la Ouais. séance, que il n'y a pas vraiment de time to peak parce qu'en fait tu pourrais faire une programmation linéaire sur 18 semaines et De ouf. probablement que ça paierait sur les 18 semaines, tu vois. Donc c'est juste que pour moi la notion de time to peak elle sert à rien quand t'es Ouais. débutant. Parce qu'au sein même d'une séance tu peux piquer, enfin Ce que genre j'allais dire, tu peux d'un même bloc de pique. 2 séances tu peux Mm. piquer d'une séance à l'autre et vice versa, tu vois. Donc le tout c'est justement en fait d'amener cette mise en volume comme on parlait hier après les études en fait c'est comme si tu étais désentraîné et que tu voulais pouvoir entraîner la personne. Ouais. Donc il faut juste y aller progressivement dans cette mise en volume pour que la personne le gère. Donc je pense que l'expérience joue, mais vraiment quand tu es très débutant, après passer on va dire 6 mois de power par exemple déjà, je trouve que ça impacte moins. Il y avait une question, même si je pense qu'on a la réponse, est-ce que ça dépend du profil nerveux? Si les gens aiment bien utiliser ce truc-là de... Non. en fait, pour moi, le profil nerveux, ça veut... ça veut rien dire. Mais non, c'est pas parce que vous avez tendance à devoir faire plus d'intensité, d'ailleurs pour moi ça n'existe pas vraiment, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui viennent me voir en me disant voilà, je sais que je réagis bien à l'intensité, je réagis bien au volume. Ça peut être vrai, mais ça veut un peu tout et rien dire en fait. C'est juste que si vous avez rajouté de l'intensité, que vous avez progressé, peut-être que vous avez juste augmenté votre stress et donc du coup. Le mec qui réagit bien à l'intensité, c'est juste un flemmard qui a pas envie de faire un 6x5, juste envie de faire un triple RPE 9. Et à l'inverse, ceux qui tolèrent pas le volume, c'est juste qu'il faut travailler la capacité de travail. Quoi. Donc du coup, est-ce qu'il dépend du volume accumulé? Là, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que oui, parce que plus on va accumuler de volume rapidement, plus le time to peak va être rapide, et vice versa. Au niveau du coup, pour moi la partie la plus importante, c'est le load management. C'est pas forcément du coup baisser les charges quand ça va pas ou augmenter les charges quand ça va. C'est plutôt
gérer pour moi la montée en intensité, Ouais. gérer aussi la densité des charges, c'est-à-dire que ce qui va faire qu'une semaine est compliquée, c'est si votre max, enfin moi je prends mon exemple, à un moment ce que je calculais, toutes mes séries de terre au-dessus de 300 en fait, et je me disais en fait plus j'en ai, plus je sais que je vais piquer, enfin ça va être Ouais. dur de tenir parce que Mhm. bah, en fait, ça montre une accumulation du volume qui est importante, donc c'est cette densité aussi de charge qui va être importante, dans le sens où bah, si vous êtes très souvent, enfin relativement souvent ou en charge, ça va être forcément beaucoup plus difficile à tanker et ça va vous faire accumuler beaucoup plus de fatigue. Quand je regarde mes dernières prépas, justement j'avais tellement de séries lourdes qu'en fait mon max artificiellement était descendu parce qu'en fait j'avais beaucoup tout le temps de fatigue, mais donc forcément le jour de la compétition je performais plus quand j'arrivais à réduire la fatigue. Et je pense que on peut en parler aussi, mais pour avoir votre avis, que tu surperformes ou que tu sous-performes de manière générale en compétition, c'est beaucoup, enfin pour moi c'est grandement impacté par ton entraînement avant cette compétition. Si tu as tendance à être le genre d'athlète qui fait très peu de volume et qui pousse toujours l'intensité, en fait, c'est pas que tu construis jamais ta force, mais c'est que tu es toujours un peu prime dans ton expression de la force, donc du coup tu pourras pas surperformer le jour de la compétition parce qu'en fait tu es dans le même état que tu es dans n'importe quel de tes entraînements et vice versa. Donc en fait, si tu es un sous-performeur en compétition, c'est probablement juste que tu t'entraînes mal, on va pas se mentir, quoi. Bah, c'est un peu ta façon de faire avec beaucoup de fatigue, masquer un petit peu la performance maximale que tu pourrais faire et pas t'exposer à, bah, je sais pas, t'as squat 340.5, tu t'es pas exposé à ça pendant je sais pas combien de temps, mais avec toutes les séries que t'as fait à 280 plus, bah en fait ça a construit ça pour le jour J, Mhm. quoi. Alors ça évidemment, je dirais que c'est une stratégie avancée dans le sens où il faut te connaître aussi parce que Oui. sinon c'est très compliqué de visualiser les essais que tu vas faire le jour J. Moi je me connais bien, donc je sais que par exemple si en prépa je fais 3,20, je peux squatter 3,50, tu vois, l'un n'empêche pas l'autre. Mais évidemment il faut l'expérience un petit peu pour ça et c'est aussi pour ça qu'un coach ça peut être utile. Mais voilà, globalement pour moi juste c'est une taille que je voulais donner. Si tu sous-performes en compétition, c'est probablement que tu peux plus optimiser ton entraînement pour arriver à la compétition. Et donc du coup au niveau du load management, comme on l'a dit, c'est ça qui va vraiment impacter le plus, on est d'accord là-dessus, et qui va plus ou moins dicter le rythme de ton bloc, de à quelle vitesse tu piques, etc., etc. Pour vous, c'est un petit peu une question intéressante, est-ce qu'un pic, ou donc est-ce qu'un pic de performance échoue, entre guillemets, ou n'est pas aussi optimal, plus souvent à cause d'un excès de charge, donc on va dire un mauvais load management, ou de volume, d'intensité, enfin plutôt de volume, si on devait comparer les deux, qu'est-ce qui a le plus de chances de faire réussir ou louper un bloc, la gestion de la coût de la charge ou la gestion du volume? Moi je pense que tu as plus de chances de louper si tu fais pas assez. Du coup, si tu fais pas assez de volume. D'accord. J'étais en train de réfléchir et j'avais une question sous-jacente, mais du coup, tu sais, tu as parlé de 3 fois 3 blocs de 3 semaines. 3 fois 3 blocs de 3 Ouais, semaines. putain. 3... Si Ça fait 27 semaines. Non, Enfin, 3 blocs de 3 3 semaines. 3 semaines. Insulte-moi, mais c'est cool. Est-ce que par exemple, tu as fait une augmentation du volume sur les blocs ou une diminution? Quasi similaire. Quasi similaire, c'est cool, ça Ouais. répond grave à ma question. Quasi Donc c'est similaire. juste l'intensité qui monte au fur et à mesure? C'était, ouais, en fait, la spécificité qui changeait aussi. À savoir sur les formats, on était peu spécifique au début. Ok. Et ensuite, j'augmentais pas le volume parce qu'on était dans un cas où il y avait des petites douleurs, il y avait une blessure qui était arrivée pas très longtemps avant. Et en fait, on avait établi un volume par rapport à la fréquence qui pouvait bien tanker. Et en fait, on est parti sur le premier cycle de 3 semaines avec tel volume, mais du coup avec des formats qui sont un peu moins spécifiques, des variations qui sont un peu moins spécifiques. Sur le deuxième bloc, on poussait un petit peu plus la spécificité, mais avec le même volume. Et étant donné qu'on poussait un peu la spécificité, bah, le stress augmentait un petit peu. Et sur le troisième bloc, pareil. Et après, voilà. Ok, parce que du coup, pour répondre à la question de Coco, je pense que, enfin, je suis toujours sur ma réponse de les gens ratent leur pic de performance parce qu'ils en font pas assez. Parce que je pense que si tu prends une planification sur 3 blocs jusqu'à la comp, les gens auront plus tendance à faire un 5x5 sur le premier bloc, puis un 4x5, puis un 3x5, et du coup à pousser un peu l'intensité, mais pas trop le volume, et du coup pas beaucoup se fatiguer, et ils auraient peut-être tendance à... Enfin, ils auraient peut-être à y gagner à faire 3x5, puis 4x5, puis 5x5 sur le dernier bloc. Ok, donc ramp up le volume pour amener plus de Je stress. pense que ça pourrait être intéressant, ouais, à essayer. Je suis d'accord avec toi, je pense que l'argument le plus important pour réussir, pour gérer au mieux un pic, c'est la charge. Mais la chose qui peut te faire le louper le plus, c'est l'intensité. Parce qu'en fait, la charge, c'est très facile de savoir si ça en fait trop ou pas assez. Je veux dire, tu mets un peu à la fin, et si t'es trop lourd ou si t'es pas assez lourd, t'as une idée par rapport à ce que tu fais d'habitude, donc tu sais où tu te situes, et c'est compliqué, entre guillemets, de vraiment se louper. C'est plus dans la programmation avant qu'il peut y avoir des meilleurs ou des moins bons choix. Mais quand tu exécutes le jour J, bah en fait, soit t'as un peu sauté une charge, tu l'as fait, voilà, tu l'as Ouais, pas. c'est ça. Par contre, au niveau du volume, tu peux, en fait, discrètement, silencieusement, sans t'en rendre compte,
perdre de la performance sur le moyen long terme parce que tu fais pas assez et du coup tu optimises pas ton niveau de fatigue de manière générale. Il y a un truc intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé du coup de pic au sein d'un bloc, au sein de plusieurs blocs, mais au sein d'une semaine on n'en a pas forcément parlé. Est-ce que quel est votre avis par rapport à ça? Si vous avez peut-être une semaine type de comment vous gérez pour faire en sorte d'être en forme sur une séance, moins sur l'autre. Est-ce que vous avez des variations d'intensité, on va dire intra-semaine, une gestion peut-être des top sets, l'autorégulation, je sais pas, ce genre de choses qui permettent de gérer un pic au sein d'une semaine? Par rapport à ce que tu avais dit, c'était assez intéressant sur le fait de cumuler trop de charges, enfin beaucoup de charges sur des séances qui se suivent. Là, tu vas piquer très très vite. Et c'est ce qui se passait toi quand tu avais beaucoup de séries et tout. Et ça m'a fait penser à littéralement ce qui se passe en ce moment pour moi. Typiquement cette semaine, sur 5 SBD, j'ai pas fait une série effective à moins de 210 kg, sachant qu'en ce moment je squatte 260. Et c'était du x7, du x5, du x4, du triplet, du single. Et typiquement, en termes de performance, je pense que je peux être vraiment bien samedi. Mais par contre, la semaine d'après, il y a un monde où c'est un peu compliqué, tu vois. Ok. Parce que je me sentis bien, j'ai tout condensé d'un coup. Donc ça pique fort et vite. Mais c'est pas, ça peut pas se tenir très très Pas longtemps. durable, Du coup, ouais. voilà, si j'avais dû performer peut-être la semaine pro, il aurait dû sûrement il aurait sûrement fallu faire quelques petits ajustements. Et du coup, j'y avais pas pensé comme ça, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Ceci dit, effectivement, moi, quand je programme, au sein d'une semaine, il y a une forme de pic qui vient se mettre en place en fonction du coup de la séance primaire et la plus importante. L'idée, vu que j'ai quand même des athlètes avec qui on a pas mal de fréquences de manière globale, j'ai tendance à mettre de la pratique assez proche du SBD, parce que je trouve que c'est hyper intéressant de pratiquer ton mouvement si tu as un SBD dans pas longtemps. Donc généralement c'est l'avant-veille, mais parfois c'est même la veille. Ok, quand tu pratiques, du coup, c'est des séries plutôt longues. Voilà ça. Ok. En fait, c'est quand même quand même pratiquer le mouvement, tu vois. Par exemple, je fais pas dernier terre, genre 2 deadlifts par semaine. Ton principal c'est le lundi, le deuxième c'est le mercredi et tu fais rien jusqu'au lundi d'après, tu vois. Ok. Ça c'est quelque chose que je fais pas trop. C'est effectivement pratiquer assez proche de la séance principale, mais effectivement avec une intensité quand même beaucoup, 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 beaucoup moins élevée que sur le reste de la semaine, et peut-être parfois plus de séries, plus de travail. Par exemple, je prends l'exemple de Gauthier, qui a genre peut-être sur 5 séances ou 4 séances, 5 je crois, il a genre 4 SBD, le dernier, il a un 4x6 quasi partout. Et Ok. on pourrait croire que c'est beaucoup, et en fait, en vrai, oui, c'est quand même beaucoup, mais c'est des charges qui sont vraiment légères. très légères, tu vois. Je dirais peut-être 60-65% de son max. Ok. Et au final, ça se passe bien. Et du coup, le samedi, il est en forme parce que techniquement, c'est trop trop bien, tu vois. Ok. Et j'ai remarqué que souvent, les athlètes préfèrent se sentir bien techniquement et capable de produire de la force plutôt que d'être en super forme physique, tu vois. Arriver tout frais à l'entraînement, c'est cool. Mais quand tu arrives à l'entraînement et que techniquement, tu te sens super bien et que tu sens que tu es capable de produire un mouvement de qualité, même si musculairement, tu es un peu fatigué, et bien en soi, c'est pas si grave que ça, et tu fais quand même des bonnes séances, tu vois. Donc Ok. ouais, en tout cas, il y a un pic de performance au fur et à mesure de la semaine. Moi, j'ai tendance à faire ça pour qu'on se sente bien le jour principal, mais tout en pratiquant. Sinon, tu fais des dilos Ouais, pendant voilà, toutes les c'est ça. séances, tu vois. Je vous ai mis un tunnel, les frères, de 10 minutes. Ok, ouais, moi aussi, il y a une stratégie de pic de performance dans la semaine. Moi, la semaine un petit peu type, généralement sur laquelle je me base en début de suivi, ça va être si, on va dire, l'athlète s'entraîne sur 4 jours, le truc un petit peu classique de base. Le premier jour, je vais plus être sur volume, pas trop d'intensité, et typiquement, c'est là où je mets les variations, parce qu'il y a aussi une notion d'augmentation de spécificité dans la semaine. Ok. Je commence souvent peu spécifique, et plus je me rapproche du SBD principal, plus j'augmente la spécificité. Donc, jour 1, pas trop de volume, du volume, pas trop d'intensité et des variations. Le jour 2, généralement, je mets un peu plus d'intensité, toujours du volume, mais en comp. Non, pas trop d'intensité, plus de volume encore. Volume mais comp. Et le jour 3, j'enlève du volume, je mets de l'intensité et comp aussi. Ok. C'est un peu ça la stratégie. En fait, c'est augmenter la spécificité dans la semaine Ouais, et augmenter un peu l'intensité, baisser le volume jusqu'au jour principal. Après, quand je dis baisser le volume, généralement, c'est 4 séries de squat, 4-5 séries de bench et 2-3 séries de terre pour ceux qui font un SBD le jour, l'avant-veille du SBD principal. Ok.
Moi, c'est vrai que j'avais un post de Insta là-dessus, mais sur ma façon de faire, en général, je vais avoir plus de volume en tout début de semaine. Mhm. En fait, j'aime bien caler la séance la plus fatigante, donc celle qui aura le plus de volume, le plus proche du SBD, mais dans le sens inverse. Enfin, Ouais, du jour ouais. principal, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que si c'est le samedi, mon jour où je mets le plus d'intensité, le lundi, voilà. Pareil. Pour, en fait, ça soit le plus loin possible quand le SBD revient, entre guillemets. Ce qui permet du coup, en fait, quand on voit ma semaine, comment elle est faite, je condense beaucoup de volume et beaucoup de stress au début de la semaine, suivi en général en milieu de semaine d'une période un peu plus calme, et puis 2 jours après, je vais remettre un petit peu d'intensité, mais cette fois-ci avec moins de volume. Et la veille, c'est là où je vais, s'il y a des gens qui s'entraînent la veille, effectivement, refaire un peu de pratique très légère pour être bien le jour J. Mais ouais, du coup, j'essaie de vraiment condenser le plus de stress possible, le plus tôt, juste après mon SBD, parce qu'en fait, ça permet de vraiment condenser tout le stress au début et de pouvoir ensuite construire la gestion de la fatigue au fur et à mesure de la semaine qui va se décanter pour être bien jusqu'au samedi, quoi. J'y avais pas pensé, mais je fais ça aussi. Par exemple, les formats un peu en double ramp-up, ou par exemple, j'aime bien les formats avec beaucoup de doublés, genre 6 ou 7 fois 2. Ça m'arrive de programmer ça, et souvent c'est sur les séances les plus proches du SBD, parce que justement, je sais que ça va induire pas mal de fatigue, et je veux pas que ce soit trop proche de la séance. Et en plus, ce qui est intéressant, et souvent je le dis à mes athlètes, c'est souvent ils me disent: oh, mais cette séance-là, donc celle d'après le SBD, elle est plus dure que le SBD en tant que tel. Et je suis en mode: franchement, ouais, c'est possible, mais c'est une bonne chose. Parce que du coup, sur le jour principal, tu seras bien. Et sachant que tu auras fait ton SBD qui va quand même te donner un petit peu de fatigue, tu seras peut-être un peu limité en charge sur ta séance dure du lundi, par exemple, avec un 6x2. Mais du coup, c'est aussi une bonne chose. Ouais. Et donc, au final, comme ça se passe bien. Et sur le reste de la semaine, ben, c'est un petit peu plus chill. On pratique quand même le mouvement avec des variations, par exemple, s'il y a besoin ou quoi. Et après, ça rend bien pour le SBD. Surtout que je pense qu'arriver fatigué sur son SBD, pour certains athlètes, c'est une bonne chose. Je prends ton exemple, toi Loïc ou Mathis. En fait, volontairement, je vais essayer de brider les athlètes pour qu'ils arrivent pas trop en forme, pour pas justement en fait surperformer par ouais, rapport voilà, à et en fait ça. générer la fatigue pas nécessaire. Donc parfois c'est utile de se fatiguer justement Mhm. pour brider un peu les performances quand on est conscient. Évidemment, c'est plus complexe à gérer dans un bloc de faire ça que de le faire de manière classique, mais parfois c'est juste ce qu'il faut pour que l'athlète performe le mieux. Donc du coup, si on devait un petit peu juste résumer, on a parlé beaucoup du rapport fatigue-préparation. Du coup, un pic, c'est vraiment l'équilibre entre la fatigue résiduelle, on va dire, le niveau d'adaptation, ta spécificité et ta technique. Si on devait résumer, les deux erreurs classiques: trop de fatigue, donc l'athlète arrive prêt, fort, mais pas capable de l'exprimer. Et trop peu de préparation, donc l'athlète est frais, mais il n'est pas assez entraîné. Et on a dit du coup que si on devait plus ou moins choisir entre être trop préparé, enfin être sous-préparé, et donc du coup trop frais, et trop fatigué, il vaut probablement mieux qu'on soit du côté trop fatigué du spectre si on pouvait choisir. Voilà. Et du coup, pour passer à la suite, moi j'ai ce truc un petit peu qui vient un petit peu qui suit le débat là, c'est être trop fort trop tôt. Je pense que ça, on l'a tous vécu, on l'a tous connu, et c'est un truc qu'il faut savoir gérer. Un indicateur que j'ai, c'est quand je vois des gens, enfin souvent les athlètes postent sur Insta, quand un athlète poste sur Insta un PR genre à 6-8 semaines de la compétition, je suis en mode, bon, technique, faut la gérer. Soit ça fait vraiment très très longtemps que tu prépares le truc et du coup le mec a juste pris genre 50 kilos sur son total depuis, et en fait du coup même s'il perd, il est encore énormément large. Soit faut faire attention parce qu'en fait s'il est déjà à ce niveau-là, à ce moment-là, c'est quoi la suite? Comment est-ce que tu l'amènes à continuer à performer et surtout à pas soit se blesser parce que il est déjà sur un niveau très très fort et à continuer de garder ce rythme. Moi j'ai un exemple en tête de ouf. Je sais pas si, pardon, je te coupe, Vas-y. si vous aviez remarqué ça, mais Russ pour Sheffield, Mhm. quand il a squat Il était en forme, 3,70 ou un truc comme ça, j'étais en mode: on est à 6-8 semaines de Sheffield. Si tu vas réussir, en mode on se parle en DM. Si, il y avait un FaceTime, je crois, le matin. J'étais en mode ok, t'es méga en forme, est-ce que tu vas réussir à tenir jusqu'à Sheffield? Et malheureusement, il l'a dit lui-même, il était cooked à Sheffield, tu vois, parce que c'était peut-être Je probablement pense que un c'est peu aussi trop la tôt. pression de la performance, tu sais, tu te dis il faut être Ouais. à 100%, et donc du coup tu dis toujours je vais réussir à tirer. Et moi je l'ai vu dans mes blocs, hein, parfois post-comp, ça m'est arrivé 2 fois l'année dernière, sur 2 blocs où j'étais vraiment au max de performance. J'ai décidé, genre après ma séance du vendredi, donc juste avant mon jour principal, de pas faire mon dernier jour principal. Ok. Parce que je me disais, ok, genre là demain, je suis censé faire genre 9,50 de total, enfin énormément, enfin un gros total. 1000, je Je crois. suis complètement cuit. Je suis complètement cuit. Je pense que ça peut passer, mais genre, est-ce que ça va pas me permettre de moins bien commencer le bloc d'après? Peut-être que oui. Je suis en mode, en fait, j'ai fait tout ce que j'ai à faire pour que ce bloc soit considéré comme un succès pour moi. Go. Juste là, je peux reprendre un risque de plus de pas réussir à le faire et donc du coup, juste de faire tomber le château de cartes alors que je peux, entre guillemets, reprendre d'en bas et. Mhm.
prendre moins de risques, on va dire. Ça demande de la maturité, je pense, mais c'est. Mais en fait, c'est compliqué parce que ton ego il est en mode, bah, en fait, du coup, Let's peut-être que go. ton bloc est nul parce que t'as pas Ouais. concrétisé la fin. Mais je pense qu'il faut prendre le recul. Et après, surtout, j'avais des niveaux de fatigue tellement hauts que j'étais presque content de pas faire la dernière séance, que je me disais, bon, C'est vrai. franchement, si je peux Les me vacances. empêcher, De c'est ouf. ça. Donc, du coup, pourquoi est-ce que ces formats-là arrivent? Peut-être parce que du coup, bah, toutes les variables montent trop haut, trop tôt. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, la performance, ça reste une ressource finie. C'est-à-dire que, oui, tu veux toujours être meilleur à ta compétition, mais objectivement, si tu es déjà sur bien plus que ton meilleur niveau, bah, c'est pas infini non plus. Tu peux pas progresser comme ça, sinon tout le monde serait champion du monde au bout de 6 mois. Donc parfois, il faut réussir à dire, ok, là, peut-être que j'accélère un peu trop vite. Il vaut mieux reculer un petit peu pour pouvoir arriver à ton meilleur niveau à la comp et pas juste avant. Mais je pense qu'il y a un biais psychologique de si l'athlète il finit son bloc avant le bloc de la comp plus haut que ce qu'il l'attendait, il se dit bon bah pour le bloc de la comp je vais être encore plus haut, tu vois. Admettons le gars pour sa comp il vise 800, sur le bloc avant la comp il fait je sais pas 7,90, il se dit putain bah en fait pour la Tu comp pourras peut-être que je faire fais 8,10, 8,10 quoi, tu ouais. vois. Et en fait non, tu fais 7,90 et à la comp tu fais 7,40 mon frère. Trop chiant. Et là, t'as bien me rappeler. Souvent, voilà, je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux être. On parlait du volume et de la fatigue, il faut mettre trop que pas assez. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut mettre sur la retenue par rapport au load Des management. performantes, En fait, ouais. d'être trop bas sur le RPE et voir être en Mm. mode putain, je pensais que ça passerait plus dur, mais tant mieux, plutôt que l'inverse. Bah, au lieu de péter ton single à 300, fais 3 fois 1 à 2,70, ça ira très bien. Ouais, ou même un 2,85 mais Ouais, qui passe voilà, super bien et en exactement. fait tu t'assois là-dessus plutôt que vouloir mettre 300 quoi. Donc du coup, les questions que je vais vous poser, c'est faut-il volontairement retenir la performance pour vous? Si tu sens qu'elle arrive trop tôt, oui, clairement. Ah oui. Ok. Est-ce qu'il faut sous-performer à l'entraînement par rapport à ce que tu pourrais faire? C'est-à-dire que, on parlait, c'est un peu ce qu'on vient de dire, donc on a plus ou moins répondu, mais si tu es capable de faire un 300 RP8, mais parce que tu crées ce truc de aussi, tu sais, ouais, je pensais pas que ça passait aussi bien, et tu es dans un état de fou, est-ce que des fois il vaut mieux dire, bon, je suis RP, on va dire 6,5, 7 au lieu de 8, mais je suis déjà bien au-dessus de mes objectifs, je m'arrête là, plutôt que aller Ah chercher? oui, moi je pense que oui, et le plus tôt possible. En fait, j'ai envie de dire, si vraiment t'es très débutant, plante-toi, fais-le de charger la barre qu'il faut Ouais. pas. Mais par contre, si tu commences à être coaché ou quoi et que tu envoies un message à ton coach, regarde la vidéo vite, ça passe 7,5 au lieu de 8, est-ce que je peux mettre plus? Là, il faut écouter le coach, il faut dire non direct parce que Ouais, t'as plus tu à perdre prendras et gagner, directement la maturité psychologique de dire j'ai fait ça, maintenant j'enlève les genouillères ou je fais mes back-off. Parce que généralement, quand tu veux mettre plus que ce qui était prévu parce que ça passe mieux ou quoi, c'est une mauvaise idée. Ok. Et du coup, ma dernière question, ce sera, est-ce que du coup, un pic de performance ou quand t'es dans ce cas-là, ça peut être frustrant avant d'être efficient? Tu vois ce que je veux dire? Parce que, comme tu l'as dit, du coup, tu parais dans des phases où tu te dis, putain, genre, j'en ai sous le pied, tu vois. Ouais. Mais parfois, le fait de réussir du coup à faire le bon choix, ça peut te permettre juste derrière d'être beaucoup plus fort. Ouais, Et c'est je ça. pense que plus on avance dans le power, plus on a des cas de figure de gens qui progressent très vite, qui sont très forts très tôt, et plus ça va être ces profils-là qui vont vraiment devoir se canaliser à certains moments. Parce qu'en fait, c'est là où tu as les enjeux, c'est ce que moi j'en discutais avec Mathis aujourd'hui. En fait, il y a des gens qui répondent tellement bien à l'entraînement, qui progressent à une vitesse fulgurante, mais ça veut pas dire que ton corps s'adapte à la même vitesse, ça veut pas dire que on va dire que tu es prêt à performer à la même vitesse, et parfois c'est important de se dire ok bon bah je m'arrête là, et je pense que toi ce que tu as un peu aussi vécu dernièrement avec la montée en catégorie, du coup tu progresses relativement vite et tu pourrais faire beaucoup plus que ce que tu fais là, mais la question c'est à quel prix, est-ce que ton corps en est capable, et au final est-ce que tu perdrais pas du temps au moyen long terme Je quoi. connais mes articulations maintenant, je connais la réponse, on va y aller mollo. Ok. Du coup maintenant on a beaucoup parlé de cette orchestration des qualités, le fait de réussir à les faire arriver au bon niveau en même temps. On va dire que du coup toutes les qualités qu'on va essayer de regrouper pour arriver à un bon niveau, ça va être l'hypertrophie qui vient de l'entraînement, le fait qu'au fur et à mesure tu accumules du volume donc tu prends du muscle, le fait de pouvoir exprimer du coup ta force maximale en gérant ta fatigue, la technique sur le lourd, c'est important. Ouais, Et après, il y a aussi, comme tu as dit, tout l'aspect gestion psychologique de ton pic de forme, réussir à continuer en fait, à te voir faire plus et pas avoir l'impression d'être en plein burn-out quand tu arrives à ta compétition, entre guillemets. Et la gestion du jour J pour performer, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. On est d'accord que pour réussir à faire un bon pic, c'est justement réussir à orchestrer toutes ces qualités-là. Est-ce que pour vous, il y en a qui sont plus importantes que d'autres? Ouais, gérer ton timing dans l'intention et l'engagement que tu mets à l'entraînement. Ne pas y aller trop tôt, avec trop de hype, trop d'intention. C'est En peut-être gros, le truc un peu sous-côté ça. ouais, si tu locked in méga tôt sur tous tes autres facteurs, genre tu sors pas, tu fais rien, tu traques toutes tes cales, tu dors comme un ouf, mais t'es à 10 semaines de la comp, peut-être qu'en fait quand tu seras à 4 semaines, tu vas être en mode J'ai un peu plus, tu vois, je suis fatigué d'être aussi précis sur tout ça.
Et du coup, inconsciemment, tu le feras peut-être un petit peu moins. Ou alors, peut-être que tu vas tenir jusqu'au bout, mais après ça, tu vas être mort, Ouais, tu vas tout relâcher, et tu vas mettre 2 mois à te remettre dans les rails, tu vois. C'est un peu le principe des gens qui font des grosses prépas, genre Ouais. pour le poids, qui doivent descendre. Bah, toi, tu l'as vécu en 66, tu vois, tu descends. Enfin, c'est un travail qui C'est se prend compliqué, 6 mois à ouais, l'avance, et c'est au ça. final, 3 semaines après la comp, tu fais 15 kilos de plus parce que juste tu t'es infligé un truc qui n'était Précisément. absolument pas tenable sur C'est le long ça. terme, quoi. Et surtout qu'en plus, cet aspect-là d'intention, d'entraînement et tout, ça va jouer aussi sur le load management. Parce que si t'es comme un taré à 8 semaines de la comp et que du coup tu commences à overshoot quasi tout, ou même sans overshoot, mais t'es en semaine 1 de ton bloc de picking entre guillemets et t'as un single RPE 6, mais que pour faire ce single-là, t'es sous 800 mg de caféine, ammoniac, ton meilleur son, peut-être que ton single il va passer à 200. Sauf que la tu as bonne charge, utilisé ça aurait été absolument, 180, quoi. voilà, sauf que tu utilisé absolument toutes tes ressources que tu ne pourras pas utiliser pendant 4 semaines à plein pot sur toutes tes séries. Et donc effectivement ça va prendre en compte, je pense. Ok. Donc on s'accorde sur le fait que, en fonction peut-être des profils, il y en a certains qui sont plus importants que d'autres. Typiquement, bah, s'il y a un athlète qui a tendance à trop se hype, bah, du coup la gestion de ça peut être important. S'il y a certains athlètes du coup qui ont des problèmes à maintenir la technique sur le lourd, bah du coup c'est ces paramètres-là. En fait, je pense que c'est forcément individualisé. Et typiquement, il y en a un de ça qu'on n'a pas parlé, justement, enfin qu'on a parlé mais indirectement, c'est, si je devais faire un chapitre, c'est la gestion du corps en fait, de manière générale. Je pense que c'est un truc qu'on voit de plus en plus. De réussir en fait à arriver en forme, c'est-à-dire qu'il y a ton état de forme, ce que ton muscle est capable de produire en termes de force à proprement dit, mais il y a ce que ton corps aussi est capable de tolérer le jour J. Et il peut y avoir un delta entre ça, et le delta il doit être de 0, en tout cas le moins possible le jour J, parce que sinon en fait t'arrives surperformant, mais tu peux pas performer parce que ton corps n'est pas capable de le faire. Et du coup c'est complètement con parce que t'es juste trop fort par rapport à ce que ton corps est capable de tenir entre guillemets. Et je pense que c'est un paramètre qui est ultra important et qui est peut-être sous-estimé au début parce que quand t'es pas fort, entre guillemets, ou pas énormément fort, bah, c'est rarement un problème réel. Et plus tu progresses, et plus ça peut le devenir pour beaucoup de gens. La gestion de la blessure, des risques, tout ça, voilà, ça devient une vraie question au fur et à mesure que tu avances dans ton niveau et dans ta carrière, je pense. Donc c'est aussi gérer, on va dire, l'inflammation de manière générale, les problématiques que tu as peuvent être récurrentes, les mal de dos, le mal de genou, la fatigue excessive, comme on l'a dit. Aussi, du coup, ta tolérance aux charges, en fait, parce que si c'est vraiment l'intensité qui te pose problème, cette tolérance à l'intensité, elle se construit avec un certain rythme, et ça peut dépendre des gens. La gestion des douleurs, comme on a dit, avoir mal dans une certaine mesure, c'est plus ou moins normal. Évidemment, ça prend pas du rêve quand on dit ça comme ça, mais quand tu pousses ton corps, malheureusement, il y a des moments où, si tu veux pouvoir encore aller plus loin que ce que tu as déjà fait, tu peux avoir des gènes, des douleurs, mais ça, en fait, il faut le gérer, il faut que ce soit compris et anticipé, en fait, quand tu arrives à certains stades, pour que tu sois pas juste en mode, bon, on verra et je vais essayer de tenir, et au final, c'est pas faisable. Et dans tout ça, forcément, il y a l'hygiène de vie qui rentre aussi, quoi, la gestion du sommeil, de ton alimentation, machin, etc. Aussi, plus tu vas monter, comme tu l'as dit, plus ça va être important, parce que si tu commences à consommer toutes tes ressources d'un point de vue entraînement, il faut que tu, à l'inverse, mettes toutes tes ressources d'un point de vue récupération pour que les deux s'équilibrent, quoi. Et du coup, la question que je vous posais, c'est pour vous, est-ce qu'un pic de performance qui se construit comme ça, on va dire à moyen long terme, ça doit être confortable pour l'athlète? En vrai, non, pas tant que ça, parce que quand tu vas chercher un pic de performance, l'idée c'est d'aller. Sortir de ta zone de confort. Ouais, en fait, c'est de produire la meilleure capacité physique possible, c'est de faire de ton corps la machine la plus performante possible, en fait. Et pour ça, ça demande, entre guillemets, des sacrifices, que ce soit un entraînement de qualité, sans parler forcément de douleur. Ça veut pas dire que ta prépa, tu dois être à 9 sur 10 sur tes deux genoux dès que tu te lèves le matin. Ça veut dire que, par exemple, ça va peut-être être difficile et douloureux de suffisamment dormir, de manger correctement, de dire non quand on te propose de sortir, par exemple. Je dis pas qu'il faut vivre dans une grotte pendant toute ta prépa, c'est juste une question d'équilibre qui parfois peut être compliqué à gérer, mais c'est un peu comme tout. Dans les moteurs de voiture, Loïc va détester car il connaît rien aux moteurs de voiture, mais plus un moteur va être performant, et plus entre guillemets il va risquer de casser, ou alors il va falloir être vraiment minutieux sur l'utilisation. Voilà, exactement. Et en fait, t'as tout compris? Oui, bah ouais. Parfait. Les temps de chauffe. Voilà, c'est ça. Un Citroën Picasso, il va bien marcher à peu près tout le temps. Un dragster, ça peut exploser du jour au lendemain parce que frérot, faut que ça envoie en 10 secondes. Vous pourrez exploser du jour au lendemain. Est-ce que vous voulez être un Picasso ou un dragster? C'est ça le truc. Répondez en commentaire. Comment dragster si tu veux devenir une machine? En fait, du coup, moi, c'est un peu se confronter cette idée qu'on a du pic des performances de waouh, je fais que de progresser, je me sens trop bien, j'ai l'impression que je suis invincible. En fait, dans les faits, ça c'est un peu une version américanisée du pic de performance, tu vois. C'est de la propagande en fait. Dans les faits, tu le vis pas comme ça. Souvent, c'est des moments où
tu montes en charge, tu doutes, t'es pas sûr que tu vas réussir, c'est dur, mais en même temps, il faut continuer. Et du coup, je pense que c'est important d'en parler parce que les gens ont tendance à s'attendre à des sensations de fou quand t'arrives proche de la compétition, te sentir trop bien, alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Et quand moi, on me dit toujours, je me sens pas prêt pour la compétition, je me dis, bah en fait, c'est normal. Et personne se sent prêt pour une compétition, malheureusement, ça n'arrive pas. En fait, si c'est le cas, moi j'ai une anecdote que je dis toujours, c'est j'ai fait des études de médecine, et quand je sortais du concours de médecine et que j'avais l'impression d'avoir réussi, à chaque fois j'avais fait de la merde. À chaque fois. Et en fait, j'étais tellement loin de bien comprendre les énoncés. En fait, j'avais l'impression que j'avais tout réussi parce qu'en fait, j'étais à l'ouest complet. Et quand j'avais l'impression d'avoir fait de la merde, en fait, je me suis dit, ok, j'ai compris toutes les problématiques, j'ai essayé de les résoudre, j'ai vu qu'elles étaient compliquées, et donc du coup, j'avais plus réussi que quand je pensais ne pas avoir réussi, tu vois. Et c'est un peu la même chose, c'est si tu te sens trop bien, c'est probablement qu'en fait, t'es juste pas en train de pique ou t'es pas à ton meilleur niveau. Et à l'inverse, si tu te sens dans le dur, c'est normal, tu pousses ton corps pour réussir à performer. Après, moi, quand j'ai rendu feuille blanche à certains examens, je savais que j'allais rater. Oui, non, mais là, c'est par définition. Donc, c'est-à-dire, si tu ne t'entraînes pas, tu sais que tu vas rater ton pic de performance. Donc, voilà, ça le. Donc voilà, je pense qu'un pic de performance, il doit pas être confortable, mais il doit pas non plus être destructeur. C'est ça, en fait. Je pense que physiquement, via l'entraînement, il est jamais trop destructeur. Il est souvent inconfortable parce que, bah ouais, plus tu pousses ton corps, plus c'est chiant. Mais là où, un truc sur lequel je voulais revenir, dont Charlie parlait, ça va être tout le côté de récupération, de alimentation et tout. Moi, je sais que personnellement, au fil des prépas, je me lock-in le moins vite dans mon début de prépa. Tu vois, sur les dernières semaines, voilà, les 2-3 dernières semaines, oui, là, niveau alimentation, niveau sommeil, récupération, je vais faire très attention. Mais si je suis à 200% à 12 semaines de la compétition, à 10 semaines, il n'y a plus personne, je suis en train de manger du saucisson le soir et je regarde des réels toute la nuit. Quoi. Il faut être conscient du rythme que tu t'imposes et de ta capacité à tenir ce rythme. Il y a des gens qui sont ultra disciplinés et bah tant mieux pour eux si vous arrivez à tenir ce rythme. Si c'est pas le cas, ne vous infligez pas quelque chose que vous ne pourrez pas faire. Et c'est comme les gens qui viennent me voir en me disant je veux m'entraîner tous les jours. Je dis ok, on peut tenter. Et puis au bout de 2 semaines, bon en fait ça me convient pas. En fait ça sert à rien. Là tu t'es juste mis dans le rouge physiquement pour rien et en plus tu n'en as rien tiré, tu vois. Et en plus globalement les gens qui disent et qui mettent une story dans 3 mois j'ai une comp lock-in, je sors plus, je mange trop bien et tout, bah en fait ça veut dire que le reste du temps il y a pas une assez bonne hygiène de vie. Il vaut mieux être hyper constant sur 12 mois avec quelque chose qui te permet de ne pas avoir besoin de mettre les bouchées doubles pour une prépa, si ce n'est l'entraînement, ce qui est une très bonne chose. Mais si tes variables de vie de base sont très bien, t'as juste à bouger l'entraînement, bah là t'es roi du monde. Ouais, c'est ce que je dis toujours, faut mettre à 75% toute ta vie, que à 100% et le reste du temps 30%, moitié-moitié, parce qu'au final quand tu fais la moyenne, bah t'es plus bas quoi. Du coup, on a parlé un petit peu du taper, mais peut-être refaire un point sur ça. Juste pour clôturer un peu la gestion du corps, voilà, c'est important de prendre ça en compte et de bien le faire, surtout au fur et à mesure de la progression, et surtout si c'est une problématique pour vous en fait. Ça va dépendre aussi des profils de chacun. Pour le taper, il y a un peu différentes écoles, du coup, les gens le voient différemment. Réduction progressive du volume, certains qui coupent totalement le volume, on a déjà entendu faire un deadlift 15 jours avant la compétition, enfin on entend 1980. Le maintien d'intensité versus la réduction, pour un petit peu résumer pour les gens qui nous écoutent de ce qu'on a dit, dans l'idée, garder l'intensité autant que possible et cut le volume si nécessaire. Globalement, je pense que si on devait donner une range, on parle de peut-être sur la semaine 15-20%. Sur les du coup, deux dernières séances. Max 30, ça va dépendre à quel point vous poussez le curseur aussi ou pas quoi. Ouais, ça va dépendre du bloc. En fait, c'est pour ça que le taper, pour moi, ça doit se faire au dernier moment, mais voire même si tu tapers les 2 dernières séances, moi ce que j'ai tendance à faire, c'est je taper une séance, je dis à mon athlète, dis-moi ce qui s'est passé. 2-3 la compétition. C'est ça. Et après, pour la dernière séance, on voit ce qu'on taper à la limite. Mais faire un bloc de picking et prévoir le taper avant même que le bloc ait commencé, pour moi, c'est pas ouf. Un truc qui se faisait beaucoup aussi, c'est les séances, pas test, mais tu sais, les openers ou les deuxièmes barres à J-7, un avis? Bah en fait, si ça a du sens dans ton load management, justement, pourquoi pas. Je sais que moi, quand il y a des SBD avec des singles en fin de prépa, tu fais passer le frérot par ces barres-là. Voilà, en fonction de si on est très proche de la comp et que du coup on veut pas être trop en intensité, effectivement, peut-être qu'on va avoir un single qui correspond plus ou moins à un opener, mais le but n'est pas de tester un opener. Par exemple, c'est pas de set voilà. on si un opener pour que ce soit la semaine d'après. Si j'ai envie que mon gars il open à 200, je vais lui dire ok, ben là tu dois faire par exemple un single RPE 7. En fait, si c'est 200, c'est cool, tu vois. Mais je veux pas dire ok, on va open à 2,35, fais 2,35.
Et là, ça passe RPE10, en mode. Oula, technique. Donc ça, non, ça peut arriver si c'est dans le... J'ai envie de dire, entre guillemets, par hasard, si c'est dans la suite de la programmation logique et du load management, Ok. mais le faire volontairement, non. Bah, moi, selon les profils, oui. Parce que si vraiment j'ai un appel à J-10 et que pour le C'est dernier pas général. SBD, on dit bon, on va ouvrir sûrement à tant, le frérot il est en mode Je pense si, que je, t'as si je fais pas plus. si je fais pas mon opener, c'est dead. Ah, ok. Je suis en mode Ok. bon, bah ok, fais ton opener sur tel SBD, enfin sur le dernier SBD à J-7 en single sur le truc hyper classique. Si le gars il doit faire 200 et qu'on a 7 l'opener à 185, bon bah ton laser mode fais-le à 185, pareil, Ouais, ça, carrément. c'est un peu dans la même idée, ça tombe pile poil, donc Ah, mais de ouf. fais Oui, ton tu peux opener, autant puis fais faire ton chier, shot J'ai set. tendance à conseiller Et ça aussi, ouais, voilà. Moi, le truc que je vais refaire, c'est en fait j'ai ma vitesse de jump au fur et à mesure des semaines que je vais conserver. Donc ça va dépendre des profils, mais ça peut être de 5 à 20 kg en fonction du niveau. Mhm. En fait, je vais les conserver. C'est-à-dire que si je veux qu'on fasse 260 pour la comp et qu'on fait des jumps de 20, bon, ça me paraît beaucoup, mais voilà, pour un exemple, ça ferait 2,20, 2,40, 2,60. Et en fait, 2,40 sera peut-être très bas relativement à l'opener, mais en fait, ça va dépendre de ce que l'athlète a besoin et du rythme justement qu'on Mhm. prend dans le bloc et Mhm. ce qui lui correspond. Parfois, ça correspond, parfois, ça correspond pas du tout, et c'est pas un souci. Surtout que plus le temps passe et plus. Avant, j'avais tendance à faire ce truc un peu, voilà. L'objectif c'est 300 pour la comp, on fait de 60, de 80, 300, on garde ce jump et maintenant je le fais pas forcément. Maintenant je sais qu'il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de rester plus bas en intensité et par exemple le dernier single il peut très bien être à. On peut très bien faire 260, 275, ce qui laisse entreprendre en semaine 3 un 290, mais il pourra quand même tirer 300, tu vois. 300, ouais. Ça j'ai plus ce souci-là et je pense que aussi avec le temps, comme je connais les athlètes que je suis, on est ok avec le fait de faire des plus gros jumps sur la dernière semaine et se projeter Mhm. parce que souvent c'est même le meilleur truc à faire comme on a dit dans le load Dans management l'idée que où tu faire t'as l'inverse. hyper pas, c'est carrément logique, du coup. Mhm. Donc, ouais. Et surtout pour certains athlètes c'est juste faire une barre qui serait à ce jump de leur performance de la compétition serait juste trop lourd par rapport à ce qu'ils pourraient faire Mhm. en normal dans la compétition. Je prends l'exemple par exemple de Eoline au France qui devait tirer 200. Ça veut dire que j'aurais dû lui faire un single à 190 la semaine d'avant. semaine avant, Ça aurait été c'est juste mort. été beaucoup trop lourd par rapport à Ouais. sa capacité du moment, tu vois. Ça aurait été con de faire ça. Mhm. Et je crois qu'au final, je dis peut-être des bêtises, mais je crois que son dernier single c'était 182. Ok. Et au final, elle a pu tirer 200, tu vois. Ouais, Bon, malheureusement, le grip a lâché, mais au moins la force était là. Mhm. la Euh, du coup, voilà, pour un peu résumer tout ça, je vais faire un point un peu sur. J'aimerais faire un point sur les erreurs les plus fréquentes qu'on voit, sur comment construire un pic des performances et ce qu'il faut faire et ne pas faire. Je pense que du coup, on en a bien parlé, mais voilà, le fait de monter trop vite en intensité, c'est un peu le truc qu'on voit le plus souvent. Donc, bien gérer sa montée en puissance. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer un plan à l'avance. Mhm. Voilà où je veux être, voilà où je suis, voilà Mhm. la courbe que je dois avoir. Ouais. Pas besoin d'être au-dessus, sinon c'est juste des risques inutiles. Ouais. Un peu comme une roadmap en fait, finalement, de toi jusqu'à ton objectif. Garder, enfin, de drop du coup le volume trop tôt. Mhm. Je pense que c'est une des Ouais. pratiques à laquelle faire attention. À l'inverse, peut-être aussi monter la spécificité trop tôt, ou vice versa en fonction des profils. Le fait de vouloir, encore une fois, ça rejoint de faire trop tôt Ne pas être tout, prime trop tôt, ouais. ne pas l'individualiser. Utilise des mots que les gens vont comprendre. Ne pas individualiser en fait, du coup, le fait de Oui. vouloir faire comme tout le monde fait, Mhm. alors que c'est pas forcément ce dont tu as besoin. Et je pense que le dernier truc qui est important, c'est vouloir se rassurer à l'entraînement. C'est un peu ce qu'on parlait là, c'est le Ouais. fait de voilà, je veux absolument faire Faire ça ta pour comp savoir avant ce ta que je peux comp, faire. C'est non. c'est con et c'est Ouais, même bah oui. complètement délétère, je pense, pour la Mhm. plupart. On est là pour s'entraîner, on n'est pas là pour se rassurer. Voilà, La compétition, merci. c'est la compétition. C'est ce jour-là qu'il faudra performer. Ouais, bah, ce que tu disais aussi par rapport au truc d'avant avec les jumps, avec l'exemple que tu as donné avec Eoline, si aussi elle a pu l'autre 200 et tirer dessus, il y a le côté compétition, quoi. Je veux dire, Ouais. entre le moment où tu fais ton single à la salle et le moment où tu fais ton single en compétition, avec un enjeu, passer devant quelqu'un, les gens qui crient dans le public et toi qui te fous la tronche dans l'ammoniaque, je veux dire, ça C'est- change toutes les choses. C'est exactement ce que j'ai dit à Yulia qui tire son troisième terre Ouais. pour refaire le troisième au France, une place entre guillemets qui était genre Bah la ouais. meilleure place qu'elle pouvait faire. Derrière, quand on revient en terre, elle me dit Waouh, je sens que je suis beaucoup moins fort. Je dis ouais, mais en fait, faut prendre en compte que quand t'as tiré ta troisième barre, c'était en mode genre si j'ai réussi cette barre, j'atteins l'objectif genre, Ouais, ouais, ouais. ultime entre guillemets que je t'ai fixé pour cette comp. Toutes les étoiles sont alignées, c'est le dernier truc qui me reste à faire et pas entre guillemets je sors du taf, je viens à la salle, je viens faire une série de terres. Forcément quand tu visualises ton pic des performances, bah, ton niveau il est pas du tout le même, mais en même temps l'objectif n'est pas du tout le même, le niveau d'implication, l'impact de cette barre, l'intérêt de cette barre n'est pas du tout le même et c'est normal du coup que tu puisses pas De ouf. reproduire un effort que tu n'as jamais fait de ta vie, qui est genre littéralement un effort maximal à chaque entraînement. Quoi. De ouf. Et quand tu prends le recul, tu as du mal à te le dire. Quoi. C'est compliqué, ouais.
Enfin, sans prendre de recul du coup. Ok, bah, je pense qu'on a bien fait le point. Je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Non, c'est très clair. Non, ouais, c'était cool. C'est cool. On n'a pas eu le temps de préparer du coup un autre masse, je suppose. Non, Ok. là, on n'a pas de On est masse. short on time. Yes. Bah moi je veux juste rajouter un petit truc, je sais pas si vous avez vu le dernier papier qui est sorti justement, enfin c'est une étude que Jeff Nippard a fait, enfin Ok. ils ont fait un peu, je vous avoue que je fais de l'approximatif parce que je l'ai pas vu exactement. En gros ils ont un peu clôturé ce débat qu'on avait entre stress métabolique et stress mécanique, enfin Ok. stress mécanique et, non c'est tension mécanique pardon, et Et stress stress métabolique, où jusque là on était en mode voilà les deux façons un peu d'induire de l'hypertrophie c'est soit l'une soit l'autre. Et en fait, son papier, ce qu'il dit, c'est ils se sont rendus compte qu'au final, le stress métabolique, ça fonctionnait pas tant que ça. Ok. Et la seule façon efficiente d'amener l'hypertrophie, c'est vraiment la tension mécanique. Mettre lourd. Avec ce que ça veut dire, c'est pas forcément du coup juste mettre lourd sur la barre, mais en fait, pour qu'on puisse considérer une série efficiente pour prendre du muscle, il faut que ce soit une série qui soit proche de l'échec tout simplement Mhm. et relativement lourde. C'est-à-dire qu'elle soit pas trop biaisée vers le côté stress métabolique ou juste tu loupes à cause d'une série qui est très longue Ouais. parce que t'as plus d'oxygène ou trop de lactate, machin, etc. Mais il faut que ce soit une série du coup avec une charge assez challengeante, avec un RPE assez haut et une proximité à l'échec. Mhm. Et globalement, c'est ce que je pense qu'on s'était tous accordé un petit peu pour compter. Quand on comptait le nombre de séries effectives, en fait, c'est ça, c'est le nombre de séries avec un RPE supérieur à 6, et c'est ça qui va définir ton volume sur la semaine, et donc du coup, à quel point tu pousses le curseur de l'hypertrophie. Et bon, jusque-là, on n'était pas sûr de ça, c'était un peu Mhm. comme un consensus que tout le monde s'était fait, mais on n'avait aucune preuve. Et du coup, voilà, il y a cette étude-là qui est sortie, je trouvais ça vachement intéressant de. Bonne nouvelle, on sait que soulever lourd, globalement, c'est cool pour Ben voilà. devenir musclé. Ça me paraît logique par rapport à. Comment dire? Genre, moi, quand j'ai commencé en muscu, c'était beaucoup sur le pump, les choses comme ça, tu vois. Et plus j'ai pris de l'expérience, plus je me suis rapproché vers un truc proche de l'échec, avec ce que tu disais, une charge relativement lourde, tu vois. Donc, ça me conforte dans l'idée que si demain j'ai envie de prendre du muscle, ce qui visiblement ne fonctionne pas, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Ok. Bah écoutez, merci à tous d'avoir écouté le podcast, et comme d'habitude, je laisse Loïc faire l'outro. Bah, déjà, mettez un commentaire. C'était quoi le commentaire? Dragster. Dragster, ou Picasso. Picasso. Voilà. Mettez un commentaire, likez, 5 étoiles sur Spotify, abonnez-vous et surtout partagez le podcast à 5 powerlifters que vous connaissez. 5 pour lifters. Oui. Les 5 meilleurs pour lifters que vous connaissez. Ouais, les 5 qui peuvent prendre un coaching si possible. Ouais, parce qu'ils vont tous envoyer ça à Panaf. Ah ouais, les gars, c'est chiant. envoyez à 5 amis de votre salle. Voilà. Merci à tous et bonne soirée, bonne journée en fonction de quand vous nous écoutez.